Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Eloge Diva, les méchants. Au sommaire de cette édition, la variole du singe se propage à une allure fulgurante, à telle enseigne que la prise en charge des malades se heurte à d'énormes difficultés. C'est notamment les médicaments qui se font de plus en plus rares. Et côté gouvernement, le constat est que cette épidémie a été prise à la légère, à voir l'insouciance qui caractérise les autorités. Le projet de distribution de fertilisants fournis à la population n'a d'autre visée que d'extorquer la population afin de la maintenir dans la pauvreté pour mieux la soumettre. Tels sont du moins les propos de l'ancien vice-président Frédéric Wambouguignoula qui réagit après maintes plaintes des cultivateurs qui réclament les engrais chimiques payés à l'avance mais qui ne leur sont jamais parvenus. Vous le suivrez dans ce journal. Dans ce journal, vous suivrez également de la relance du recensement des personnes assassinées ou portées disparues depuis l'époque coloniale jusqu'en 2008, un projet que la CVR compte reprendre à partir de ce lundi. Voilà pour les grandes articulations. Bien le bonsoir chez vous, mesdames et messieurs. Tout de suite, le développement de ces titres. Oh, bonsoir. Démarrons ce journal par la page santé où les malades hospitalisés à l'hôpital régional de Gitega ayant des symptômes de la variole du singe Mpox se plaignent du fait qu'ils ne sont pas entrés de recevoir des soins médicaux comme il faut. C'est au moment où même ceux qui manifestent les symptômes de cette maladie ne sont soignés à cet hôpital que lorsque les résultats des tests s'avèrent positifs au Mpox, ce qui fait que leur santé se détériore en attendant ces résultats. Le point avec Nadège et la Côte. 3 à 5 jours est la durée que peuvent passer les nouveaux malades ayant des symptômes de Mpox à l'hôpital régional de Gitega sans recevoir aucun traitement médical. Notre source à cet hôpital indique que ces malades ne sont soignés que lorsque leurs tests se révèlent positifs au Mpox, bien qu'auparavant cela ne se passe pas de cette manière sur cet hôpital. Ici, dans la capitale politique de Gitega, les choses ne sont pas du tout faciles pour les malades de Mpox car auparavant, ils venaient les faire passer des tests et puis ils commençaient à les soigner sans attendre les résultats de ces tests. Mais depuis qu'il y a eu des résultats négatifs et qu'on exigeait à ces personnes testées négatives de payer tous les frais de soins récits et qu'on a fermé celles qui n'avaient pas de moyens pour payer ces frais, à présent, l'hôpital ne soigne pas ces malades si les tests ne sont pas positifs. Il y en a ceux qui viennent de passer 2 à 5 jours sans bénéficier d'aucun traitement médical alors qu'ils ont fait passer des tests et qu'ils sont vraiment très malades. Le problème de manque de moyens pour lutter contre cette épidémie et la longue durée que prennent les résultats des tests de cette maladie sont les principaux facteurs qui font que les malades ne sont pas soignés à temps, comme témoigne notre source à l'hôpital régional de Gitega. Ce qui est désolant, c'est que ces malades vont recevoir le traitement médical étant dans un état très critique. Si les malades demandent pourquoi on ne leur donne aucun médicament, on leur répond que puisque la plupart des malades ne peuvent pas payer les frais de ce récit, ils doivent alors attendre les résultats des tests même si cela prend beaucoup de jours. Les conséquences sont énormes car l'état devient très critique. C'est pourquoi ceux qui le peuvent doivent leur venir en aide sans attendre. La situation se présente ainsi alors que les cas de l'épidémie de Mpox ne cessent de se multiplier dans la province de Gitega. En effet, les 2 tentes récemment érigées à cet hôpital sont aussi pleines de malades. Ainsi, 2 à 3 malades partagent un seul lit. Les malades de Mpox et leurs familles supplient le ministère de la Santé publique ainsi que les organisations des bienfaiteurs de leur venir en aide afin qu'ils puissent bénéficier des soins médicaux à temps.
Malgré cela, le gouvernement burundais semble traîner les pieds dans la lutte contre l'épidémie de la variole du singe. Pourtant, le ministère de la Santé a déclaré cette maladie depuis le 25 juillet, tout en soulignant sur le danger qu'elle représente. Jean-Denis Nadoué nous en dit plus. Depuis le premier cas confirmé le 25 juillet 2024, le Burundi a signalé 600 cas de Mpox, dont les 2 tiers concernent des enfants de moins de 19 ans. Selon l'UNICEF, la situation s'est rapidement aggravée avec une augmentation de plus de 40% de cas au cours des 3 dernières semaines. Le ministre de la Santé publique et de lutte contre le sida, Lidwine Baladahana, a annoncé la validation d'un plan national de riposte contre la variole du singe Mpox, auquel il va se référer pendant 6 mois avec possibilité de mise à jour. Elle poursuit à annoncer que le ministère de la Santé bénéficie déjà des soutiens de la part des partenaires techniques et financiers au développement de la santé, notamment l'OMS, l'UNICEF. Merci à toi aussi, Jean-G. Nina Adoué en page droits de l'homme. Les effectifs des enfants en situation de rue deviennent de plus en plus inquiétants dans la ville d'Ongozi. Ces enfants passent leur journée à mendier et la nuit ils dorment à la belle étoile. Selon des informations en notre possession, une grande partie de ces enfants ont quitté leur famille à cause de la pauvreté et d'autres errent dans les rues parce qu'ils sont devenus des orphelins. Les détails avec Clovis Nyonzima. Les campagnes entreprises par le gouvernement du Burundi via la police et l'administration qui visaient à retirer les enfants en situation de rue dans les rues de la ville d'Ongozi ont échoué selon notre source dans cette ville. Actuellement, les effectifs sont alarmants et ces derniers sont constitués d'enfants en âge de scolarisation allant de 6 à 12 ans. Ce sont des enfants en âge de scolarisation, mais il y en a même qui ont moins, soit de 6 à 12 ans. Ils s'observent au marché et quand ils prennent le voyage tôt le matin, ils les aperçoivent dans les caniveaux où ils passent la nuit. Ces enfants se font remarquer le plus souvent sur l'entrée du marché en attente de bienfaiteurs qui pourraient penser à eux. Ils sont nombreux devant le marché en attente des personnes qui sortent du marché pour les aider à porter leurs marchandises contre un billet de 500 francs bout pour manger. D'autres sont des mendiants. Ils sont constitués d'orphelins et ceux qui ont fui la pauvreté familiale. Laisser ces enfants dans la rue sans encadrement, poursuit notre source, a comme conséquence les vols qui s'intensifient, car si tu clignes les yeux, tu te retrouves sans rien. Les vols s'intensifient du jour au jour. Si tu achètes quelque chose et que tu ne fais pas attention, ces enfants te volent. Il y a toujours des enfants qui sont en train d'être battus pour avoir volé. Les vols continuent d'augmenter, tout comme d'autres forfaits. Les citoyens de la ville d'Ongozi demandent au gouvernement de faire son possible afin que ces enfants aient un encadrement dans les centres spécialisés ou soient réinsérés dans leur famille avec accompagnement du gouvernement, car les contraindre de rentrer sans suivi ne les aide à rien. Je vous le disais en titre, certains cultivateurs de la province d'Omnaro n'ont pas encore obtenu les fertilisants qu'ils ont commandés et payés jusqu'à maintenant. Actuellement, ils s'inquiètent et craignent de faire bientôt face à la famine, vu que la récolte va sérieusement être impactée par son manque d'engrais chimiques. Les détails avec Rémi Delagakura. Vraiment, nous sommes très fatigués. On dirait qu'un cultivateur n'a pas de valeur au Burundi. Il s'agit de l'un des agriculteurs de la province Ngaro qui se lamentent du manque de fertilisants fournis dont il faut face ces derniers temps, malgré qu'il ait déjà payé la totalité des frais d'achat. Ces agriculteurs indiquent également qu'une quantité minime leur a été distribuée, même le peu de fois ils ont été informés de la disponibilité de fertilisants. La majorité des cultivateurs n'ont pas encore semé et le peu de fois que ces fertilisants deviennent disponibles, ils sont en quantité minime, ce qui fait que peu de gens peuvent les obtenir. Ces agriculteurs révèlent qu'ils craignent de ne jamais être servis comme cela a été le cas l'année passée, car ils ont payé des fertilisants, mais qu'aucune distribution n'a été faite par la suite. D'où ils demandent au gouvernement de planifier à importer l'engrais chimique au cas où il aurait déjà constaté qu'il n'est pas à mesure de résoudre la problématique du manque de fertilisants fournis.
Si l'usine FOMI n'est plus capable de répondre à la demande, nous proposons qu'on nous laisse faire des commandes dans d'autres pays frontaliers. Nous gardons sur nous des jetons pour des commandes de fertilisants qui ont été payées l'année passée, mais qui n'ont jamais été livrés. Nous ne savons plus à quel sens vous. La rédaction de la RPA a essayé de joindre Prosper Dodico, ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de l'Environnement, pour recueillir sa réaction, mais il n'a pas décroché son téléphone. Merci à toi aussi Rémi Delagakura. À son propos, le projet de distribuer des fertilisants de type FOMI à la population est l'un des projets initiés par le parti CNDD-FDD dans le but de leur faire miroiter un développement, alors qu'en réalité, l'objectif est de leur extorquer de l'argent. C'est du moins les propos de Frédéric Bamvrigno-Villa, ancien vice-président de la République du Burundi, après plusieurs lamentations liées au manque de fertilisants dans différentes localités du pays. L'honneur du problème réside dans le fait que tous les projets sont confiés aux hauts cadres non méritants du parti CNDD-FDD, ce qui entraîne par conséquent la population dans une pauvreté extrême. Ainsi, Frédéric Bamvrigno-Villa invite les citoyens à réagir pour que leurs droits soient respectés. Suivez-le. Je considère que cette question de la FOMI s'inscrit dans une série d'autres problèmes, d'autres questions qui hantent le citoyen burundais. Il y a eu beaucoup d'entreprises, beaucoup de projets qui ont été proposés par le parti CNDD-FDD à leurs militants ou aux citoyens, mais on s'est rendu compte des vraies réalités. Souvenez-vous du projet IDC, souvenez-vous du projet Maïs et maintenant du projet FOMI. Tous ces projets-là, en évidence, sont de bons projets, mais en réalité, en termes d'exécution, on constate qu'au bout du compte, ce sont des projets qui viennent alimenter le parti CNDD-FDD en extorquant de l'argent du citoyen pour le propre des militants du CNDD-FDD ou les dirigeants du CNDD-FDD, quitte à ce que justement ils puissent empêcher le citoyen à pouvoir se nourrir en visant justement à l'empêcher de se nourrir, c'est pour l'amener à être au service de ce pouvoir. Voilà ce qu'il faut. Maintenant, il faut que le citoyen se rende compte de ses propres problèmes et qu'il cherche comment se débarrasser de ce pouvoir. Poursuivons ce journal par la page économie. La Banque de la République du Burundi compte disponibiliser depuis le mois de décembre les billets de 100 francs burundais qui, depuis un certain moment, sont devenus très rares. L'annonce a été faite par Pierre Claver Ndagijimana, directeur de l'émission monétaire à la BRB. Selon ce cadre, les billets avaient manqué parce qu'il y avait une étude en cours visant à voir comment remplacer ces billets par les pièces de monnaie. Suivez Pierre Claver Ndagijimana, il est le directeur de l'émission monétaire à la BRB. La Banque de la République du Burundi connaît ces problématiques du billet de 100 et la banque a fourni beaucoup d'efforts pour que ce billet soit disponible dans les banques, à la banque centrale, dans les banques commerciales et dans les microfinances, pour que ces derniers puissent les disponibiliser au public. Je voudrais vous dire qu'au départ, la Banque de la République du Burundi a voulu changer ce billet en pièces de monnaie. C'était en 2017 et il y a eu un souci. Dans ce moment, on a assisté à un phénomène qui était bizarre où ces pièces de 50 ne revenaient pas dans la circulation. Et l'idée de changer le billet de 100 en pièces a été suspendu pour quand même commencer à d'abord juguler ce problème de fuite ou de disparition de la pièce de 50. Et alors, à ce moment, la banque a décidé d'encore réimprimer le billet de 100. L'impression des billets de banque, c'est un processus qui prend un temps assez suffisant. On a visité les imprimeurs et ils nous ont montré tout le processus d'impression de billets de banque. Ça prend un peu de temps. Alors, pour le moment, nous pouvons tranquilliser la population que ce billet de 100 va être disponible d'ici décembre. Pour vous dire qu'à partir de la quinzaine de décembre, ce billet sera disponible. Mais aussi, nous lançons un appel de vouloir à la population pour que toutes ces pièces qui sont stockées à la maison, parce que la population a tendance à garder des pièces de 50 à la maison, qu'elle puisse remettre en circulation cette pièce afin qu'elle soit disponible pour faire le relais du billet de 100. Nous détenons cet élément sonore de la radio nationale du Burundi. RPA.
Parlons présent politique où le recensement des personnes assassinées ou portées disparues depuis l'époque coloniale jusqu'en 2008 va de nouveau démarrer à partir de 11 novembre 2024, annonce faite par la CVR lors d'une conférence de presse animée par Pierre Claver Ndaïchalié, président de cette commission. Ce dernier a également annoncé que le dit recensement va démarrer dans 6 provinces. On l'écoute. La commission vérité et réconciliation du Burundi lance l'opération de recensement des personnes assassinées ou disparues à partir de lundi le 11 novembre dans les provinces de Makamba, Rutana, Ruyigi, Karusi, Muyinga et Kirundo. Ce recensement des personnes assassinées ou disparues n'est pas une première opération. Nous avons déjà lancé la première opération en 2023 dans les provinces de Changuzo, Bururi et Rumonge. Que vise ce recensement? Connaître les personnes assassinées ou disparues durant les crises cycliques qu'a connues le Burundi. Connaître les personnes auteurs de ces assassinats. Connaître les personnes qui ont tenté de protéger les autres, celles qui ont déjà pris le chemin de demander le pardon aux autres et celles qui auraient déjà accordé le pardon aux voisins. Mieux encore, nous allons essayer, à travers ce recensement, donner le nom aux victimes. Nous allons aussi donner le nom aux présumés auteurs. Mais nous ferons mieux cette année. Nous allons connecter les personnes assassinées aux biens spoliés et aux spoliateurs. C'est la grande nouveauté. Ce recensement est prévu par la loi, pourtant mission et compétence de la Commission Vérité et Réconciliation. Mais ce recensement est utile pour les institutions qui gèrent la République. C'est donc une vérité qui nous permet de connaître les personnes assassinées, quelles étaient leurs responsabilités, leurs missions, leurs métiers, leur ethnie, le lieu d'assassinat, l'année de l'assassinat. C'est bref, en détail, un éclairage important par rapport aux différentes périodes de crise. Politique, toujours, la permanence du parti CNL, située au niveau de la colline Roussi, en commune Chombo, a été vandalisée par des inconnus la nuit de mercredi à jeudi dernier. Le chef de la colline Roussi est soupçonné d'avoir commandité la démolition de cette permanence. Emmanuel Daïchimier nous fait le point. Cette permanence du parti CNL, située sur la colline rousse de la commune Chombo, a été démolie dans la nuit de mercredi à jeudi. Les habitants de la commune Chombo affirment que les malfaiteurs ont commencé par retirer les briquets des angles des murs avant d'abattre toute la maison. En démolissant cette permanence, ils ont commencé par retirer les briques des coins des murs une à une, de telle façon que tous les murs soient anéantis. Comme c'était pendant la nuit, nous n'avons pas pu identifier les auteurs de ce forfait. Et se basant sur les mauvais traitements infligés aux membres du parti CNL opérés par le chef de la colline Roussi, des habitants de cette localité pensent que cet administratif serait derrière la destruction de la permanence du parti CNL. Vu l'attitude des administratifs qui ont bataillé pour ne pas autoriser les travaux de construction de cette permanence, vu le comportement qui a été affiché par le chef de colline Roussi lors du lancement officiel de cette permanence, nous n'avons pas à hésiter au sujet des auteurs de cette démolition. Ce sont les affiliés au parti CNDD-FDD soutenus par les administratifs au niveau collinaire. La rédaction de la RPA n'a pas pu joindre l'administrateur de la commune Chombo, Pierre Nizigimana, pour recueillir sa réaction. Merci à toi Emmanuel Ndaïchimier. Et le gouvernement burundais a donc besoin de s'atteler à renforcer la bonne gouvernance pour sa bonne marche. L'appel est lancé par Faustin Ndikumana, président de l'organisation Parole et Action pour le réveil des consciences et l'évolution des mentalités, PARSEM en sigle. Pour Faustin Ndikumana, si les choses restent telles qu'elles sont aujourd'hui, le pays risque de perdre même le peu qui lui restait, vu que la situation actuelle bloque les investisseurs étrangers.
Par cela, ça viendra appeler au gouvernement pour s'engager dans la mise en application des réformes de façon visible au niveau de la lutte contre la corruption, le renforcement du leadership et l'environnement des affaires. Face à l'information, on analyse l'état de la situation actuelle. On voit que la situation actuelle fait qu'il n'y a pas de bonne gestion du peu des ressources dont on dispose. Encore plus, la situation actuelle bloque l'entrée des investisseurs étrangers, l'apport de leurs capitaux. Les bailleurs de fonds qui devaient appuyer le pays maintenant affichent une sorte de réserve et une fébrilité évidente, sans oublier la faiblesse institutionnelle qui limite actuellement la mise en application des réformes au niveau des ministères, au niveau même d'exécution des projets. Or, l'état de l'actuel vraiment suscite actuellement, l'état de l'actuel suscite des inquiétudes. Ces réformes devraient être les suivantes. D'abord, élaborer une stratégie nationale de bonne gouvernance de lutte contre la corruption. Le Fonds monétaire international est dans cette logique. Une stratégie nationale de bonne gouvernance de lutte contre la corruption à bonne et difforme pour citer la crédibilité des investisseurs et des bailleurs de fonds devait être mise sur le pied et être évaluée régulièrement au niveau de sa mise en application. Cette stratégie devait contenir des réformes dans différents secteurs qui constituent les grands piliers de lutte contre ce fléau qui gangrène actuellement le fonctionnement des rouages de l'État. Il y a le cadre légal, évaluer le cadre légal actuellement, le cadre institutionnel. Faustin Ndikumana trouve que la justice a un grand rôle à jouer pour redorer l'image du pays. Pour lui, il faudrait qu'elle combatte la corruption sous toute sa forme. Et Faustin Ndikumana d'insister sur le fait que le climat politique a également besoin d'être assaini. Et la répression judiciaire, des dossiers de corruption ont été laissés comme ça, n'ont pas été. Il n'y a pas eu de procédure judiciaire alors qu'il y avait des indices sérieux de culpabilité de la part de les auteurs. La sensibilisation aux infractions connexes à la corruption aujourd'hui, notamment le détournement, la concussion, l'enrichissement illicite, l'action des marchés, donc le favoritisme. Au niveau de la prévention, la déclaration des biens n'est pas encore une réalité. La gestion des incompatibilités dans l'administration, le contrôle budgétaire, le suivi et l'évaluation des projets, la systématisation de contrôle dans les services de l'État, notamment les ministères. Il faut aussi assumer la situation politique, renforcer la cohésion nationale, sociale, pour que l'image du pays soit redorée et vis-à-vis de ses partenaires potentiels. Et cette impunité des dossiers de corruption continue à susciter des inquiétudes. Il y a au niveau des dossiers qui ont été évoqués au niveau du ministère des Finances, la gestion des devises à la Banque centrale, des barrages ici même en mandat, il y a les récents dossiers au niveau de la fonction publique et les autres. Donc, je crois que quelque part, on voit que la justice a été mise à l'écart maintenant et n'a pas plus de force pour sévir contre ce fléau. Or, les bailleurs potentiels, les bailleurs comme la Banque mondiale et FMI, dans ce cas, limite même les appuis qu'ils accordent à d'autres pays. Les appuis financiers qu'ils accordent dans notre pays. Le FMI qui est en train de veiller aux réformes macroéconomiques, aux réformes dans la gouvernance à travers cette stratégie, il faut s'y engager pour prouver la volonté du gouvernement à assainir cette situation au niveau macroéconomique, au niveau des infrastructures. Dans cette logique, nous, on pourrait profiter des opportunités d'adhésion dans les organismes d'intégration régionale comme le COMESA, l'East African Community et autres. Et voilà, chers auditeurs de la radio publique africaine, c'est par ici que le journal de ce 8 novembre 2024 s'achève. Merci pour votre écoute et je remercie également mes collègues de la rédaction et de la technique pour leur parfaite collaboration. Au micro, vous étiez avec Éloge Divin Remecha. Je vous souhaite un bon début du week-end.